Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui dit qu'il est trop occupé pour répondre à vos appels. Mon mari m'a dit qu'il était dans une réunion importante et qu'il ne pouvait pas être interrompu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me tenais juste devant la chambre de Motel 307. Je m'appelle Sophie, et je vais vous raconter l'histoire de comment un seul appel téléphonique a changé toute ma vie. Ce n'est pas juste une autre histoire de tromperie. C'est le moment où j'ai réalisé que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde menait une double vie sous mon nez. Et quand cette porte s'est ouverte, tout ce que je croyais savoir sur mon mariage s'est effondré. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé quand cette porte s'est ouverte, vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé 3 mois avant cette nuit au motel. Des petites choses au début. Le genre de choses que vous remarquez mais dont vous vous convainquez qu'elles ne signifient rien parce que vous faites confiance à la personne que vous avez épousée. David avait toujours été dévoué à son travail. Il était directeur commercial dans une entreprise technologique, et les réunions tardives étaient normales. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais pendant ces 3 mois, les réunions tardives sont devenues plus fréquentes. 3 soirs par semaine sont devenus 4. Puis 5. Certaines semaines, il rentrait à peine à la maison avant que j'aille me coucher. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment senti que quelque chose n'allait pas. C'était un mardi soir en mars. David a dit qu'il avait un dîner client qui allait se terminer tard. Je lui ai envoyé un texto vers 9h pour lui demander quand il rentrerait. Il a lu le message. Je pouvais voir les 2 coches bleues sur WhatsApp. Mais il n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand il a finalement répondu, c'était juste « Désolé, super occupé. Je rentre bientôt ». Il a franchi la porte à minuit en sentant le parfum. Pas mon parfum. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a ri. Il a dit qu'une de ses collègues portait beaucoup trop de parfum et qu'ils avaient été dans une petite salle de conférence toute la soirée. L'explication avait du sens. Je voulais qu'elle ait du sens. Alors je l'ai acceptée. Mais puis ça s'est reproduit. Encore et encore. Le parfum. Les réponses tardives. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce. La façon dont il a commencé à mettre son téléphone face contre la table, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pendant nos 7 ans de mariage. Ma meilleure amie, Claire, a été la première personne à le dire à voix haute. Nous prenions un café à notre endroit habituel, ce petit café près de mon bureau, et je lui parlais de l'emploi du temps de David. « Et Sophie, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Tu sais à quoi ça ressemble, n'est-ce pas ? » Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais savoir et accepter sont 2 choses très différentes. Il est juste stressé au travail, lui ai-je dit. L'entreprise traverse une période difficile. Il essaie de décrocher de gros clients. Claire n'a pas insisté. Elle a juste serré ma main et dit « D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Cette conversation a planté une graine dans mon esprit dont je ne pouvais pas me débarrasser. Soudain, je remarquais tout. La façon dont David inclinait son téléphone loin de moi quand il envoyait des textos. Comment il a commencé à emporter son ordinateur portable dans la salle de bain. Le nouveau parfum qu'il a acheté sans me le dire. Le fait qu'il a arrêté d'initier l'intimité, et quand je le faisais, il semblait toujours distrait. Je me sentais folle. Comme si je me transformais en une de ces épouses paranoïaques qu'on voit dans les films. Alors j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai décidé de me prouver que j'avais tort. J'allais trouver des preuves que j'étais ridicule, que mon mari était exactement qui je pensais qu'il était, et ensuite je pourrais me détendre et sauver mon mariage de ma propre paranoïa. J'ai commencé petit. J'ai vérifié ses relevés de carte de crédit en ligne. Nous avions un compte joint, mais David avait aussi une carte de crédit professionnelle à laquelle je n'avais jamais vraiment prêté attention. Quand je me suis connectée à notre compte bancaire un jeudi matin après son départ au travail, je me suis dit que j'étais juste minutieuse. Juste en train de vérifier.
Les relevés montraient des choses normales au début. Station-service, restaurant que je savais être près de son bureau, quelques frais dans des magasins de fournitures de bureau. Rien de suspect. Tu vois? Pensais-je. Tu es paranoïaque. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose. Chaque mercredi pendant les 6 dernières semaines, il y avait un débit au même restaurant. La Petite Maison. Un restaurant français au centre-ville où je n'étais jamais allé. Les frais étaient toujours pour 2 personnes, toujours environ $150. Ce n'était pas inhabituel pour un dîner d'affaires. Sauf que David m'avait dit que ces réunions du mercredi étaient des réunions d'équipe interne. Pourquoi emmènerait-il un membre de l'équipe dans un restaurant français cher chaque semaine? J'ai appelé le restaurant. Je ne savais pas ce que je m'attendais à découvrir, mais j'avais besoin de savoir quelque chose. Bonjour, ai-je dit quand quelqu'un a répondu. Mon mari dîne dans votre restaurant les mercredis soirs, et je voulais faire une réservation pour la même table qu'il occupe habituellement. C'est pour notre anniversaire, et j'ai pensé que ce serait sympa. Il s'appelle David Chen. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Oh, monsieur Chen. Oui, il a une réservation permanente tous les mercredis à 7h30. Table 12, notre box d'angle. Endroit très romantique. Dois-je vous inscrire pour la même table? Mon cœur s'est arrêté. Une réservation permanente. Un box d'angle. Romantique. En fait, ai-je réussi à dire, pouvez-vous me dire, vient-il généralement seul ou avec des collègues? Une autre pause. Plus longue cette fois. Madame, je ne devrais probablement pas le dire, mais il vient toujours avec la même jeune femme. Il semble très proche. Êtes-vous sûr de cette réservation? J'ai raccroché. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'épicerie où j'étais sur le point de faire des courses pour le dîner et j'ai juste fixé le vide. Mes mains tremblaient. La même jeune femme. Chaque mercredi. Pendant des semaines. C'est là que la vraie enquête a commencé. J'ai commencé à suivre son téléphone. Je n'en suis pas fière, mais j'ai téléchargé une de ces applications qui vous permet de voir la localisation de quelqu'un s'il la partage avec vous. J'ai dit à David que c'était pour la sécurité, que ça me ferait me sentir mieux de savoir où il était en cas d'urgence. Il a accepté sans hésitation, ce qui m'a presque fait me sentir coupable. Presque. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai surveillé sa localisation comme un faucon. La plupart du temps, il était exactement où il disait être. Le bureau. Les sites clients. Des endroits normaux. Mais ces mercredis soirs, son téléphone le montrait à la petite maison, comme les relevés de carte de crédit le confirmaient. Puis vint le jeudi qui a tout changé. David m'a dit qu'il avait une réunion d'urgence avec un client potentiel. Il a dit que c'était de dernière minute et qu'il serait probablement absent jusqu'à 10 ou 11 heures. Il m'a embrassé sur le front, a pris son sac d'ordinateur portable, et est parti. J'ai attendu 30 minutes. Puis j'ai vérifié sa localisation. Il n'était pas à son bureau. Il n'était dans aucun des lieux clients qu'il avait mentionnés auparavant. Il était au motel Riverside sur l'autoroute 9. Un endroit routier bon marché qui facturait à l'heure. J'avais l'impression que j'allais vomir. Ma vision s'est en fait brouillée pendant une seconde. C'était ça. C'était la preuve que je cherchais, sauf que maintenant que je l'avais, je souhaitais plus que tout être encore dans l'ignorance. Claire m'avait dit que si je trouvais quelque chose, je devais le voir de mes propres yeux. Que je ne pouvais pas juste accuser David sur la base de données de localisation ou de frais de carte de crédit. J'avais besoin d'une preuve concrète où il nierait tout et me ferait me sentir folle. Alors je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au motel. Pendant tout le trajet, mon esprit s'emballait. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être qu'il rencontrait un client qui voulait garder les choses discrètes. Peut-être que c'était une surprise pour moi et qu'il planifiait quelque chose. Peut-être. J'ai imaginé une douzaine de scénarios qui n'étaient pas ce que je savais au fond de moi que c'était.
Le motel Riverside ressemblait exactement à ce qu'on pouvait attendre. Vieille enseigne au néon, la moitié des lettres grillées. Des voitures garées devant des portes identiques, toutes peintes du même bleu délavé. Je me suis garée sur le parking et j'ai vérifié sa localisation à nouveau. Il était toujours là. Je l'ai appelé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il a répondu à la 3e sonnerie. Sophie, salut, je suis vraiment au milieu de quelque chose là. Je voulais juste prendre des nouvelles, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Comment se passe la réunion? Ça va. Écoute, c'est assez intense en ce moment. Je peux te rappeler plus tard? Où es-tu exactement? Juste pour que je sache. Il y a eu une pause. Une fraction de seconde où je pouvais presque l'entendre calculer sa réponse. Je suis dans la salle de conférence du bureau. La grande au 4e étage. Vraiment Sophie, je dois y aller. D'accord. Désolée de te déranger. C'est bon. Je t'aime. Il a raccroché. Il venait de me mentir en face. À ma voix, du moins. Il était dans un motel et il m'a dit qu'il était au bureau. Il n'y avait plus de doute. Plus de peut-être. C'était réel. Je suis restée assise dans ma voiture pendant encore 10 minutes, juste en respirant. Essayant de comprendre quoi faire. Je pouvais partir. Je pouvais rentrer à la maison et faire semblant de ne jamais être venue ici. Je pouvais appeler un avocat demain et demander le divorce sans jamais le confronter. Je pouvais lui envoyer un texto que je savais et regarder comment il réagirait. Ou je pouvais aller frapper à cette porte et voir la vérité de mes propres yeux. J'ai vérifié l'application de localisation une fois de plus pour obtenir le numéro de chambre exact. L'épingle était assez précise pour que je puisse dire qu'il était dans la chambre 307. 3e étage, 7e chambre. Je suis sortie de ma voiture. Le motel avait un escalier extérieur, le genre en métal qui résonne quand on le monte. Chaque marche semblait prendre une éternité. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Quand j'ai atteint le 3e étage, j'ai marché le long du couloir jusqu'à ce que je trouve la chambre 307. Je suis restée devant cette porte pendant ce qui m'a semblé être 1 heure mais n'était probablement que 2 ou 3 minutes. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur. De la musique douce. Des rires. Le rire d'une femme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé David à nouveau. À l'intérieur de la chambre, j'ai entendu son téléphone sonner. J'ai entendu la musique baisser, comme si quelqu'un l'avait baissée. J'ai entendu David dire quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Il a répondu. Sophie, sérieusement, je suis dans une réunion importante. Je ne peux pas continuer à être interrompue. Je sais, ai-je dit. Je suis désolée. Tu me manques juste. Je serai à la maison plus tard. On pourra parler à ce moment-là. Combien de temps penses-tu encore être occupé? Peut-être quelques heures. Écoute, je dois vraiment y aller. N'arrête pas d'appeler, d'accord? Je travaille. Sa voix avait un ton sec. Agacé. Comme si j'étais déraisonnable. D'accord, ai-je dit. Je n'appellerai plus. Merci. Je t'aime, au revoir. Il a raccroché. Je suis restée là devant cette porte, téléphone toujours en main, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Toute la tristesse et le doute et la peur se sont transformés en autre chose. De la colère. Une colère pure et claire. Comment osait-il? Comment osait-il me mentir alors que je me tenais à 1 mètre de lui? Comment osait-il me faire me sentir folle pendant des mois alors que j'avais raison depuis le début? J'ai frappé à la porte. Les voix à l'intérieur se sont arrêtées immédiatement. La musique jouait toujours doucement, mais tout le reste est devenu silencieux. Je pouvais les imaginer là-dedans, figés, se demandant qui frappait. J'ai frappé à nouveau. Plus fort cette fois. Qui est-ce?
La voix de David. Essayant de paraître décontracté, mais je pouvais entendre la tension. Le service en chambre, ai-je dit. Nous n'avons rien commandé. Le vin gratuit, monsieur. Le directeur l'envoie. J'ai entendu des pas. Une conversation chuchotée que je ne pouvais pas distinguer. Plus de pas s'approchant de la porte. La porte s'est ouverte juste un peu. Le visage de David est apparu dans l'espace, et quand il m'a vu, toute la couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. « Salut chérie », ai-je dit. « Comment se passe ta réunion importante ?» Il a essayé de fermer la porte mais je l'ai poussé pour l'ouvrir. Je fonctionnais sur de l'adrénaline pure à ce moment-là. Je suis entré dans cette chambre de motel et mes pires craintes ont été confirmées dans les moindres détails. La chambre était bon marché mais ils avaient essayé de la rendre romantique. Il y avait des bougies sur la commode. Une bouteille de vin, à moitié vide. Des pétales de rose sur le lit. Et assise sur ce lit, enveloppée dans le drap, il y avait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air jeune. Peut-être 25 ans. De longs cheveux noirs, un maquillage parfait, des yeux écarquillés me fixant sous le choc. « Sophie », dit David. Il avait retrouvé sa voix mais elle sortit faible. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai en fait ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Vraiment ? C'est ce que tu vas dire ?» La femme sur le lit a serré le drap plus fort autour d'elle. « Oh mon Dieu ! David, tu as dit que tu étais divorcé. » Ça m'a arrêté net. Je me suis retournée pour la regarder. « Il t'a dit quoi ?» Il a dit qu'il était divorcé. Que c'était finalisé il y a 6 mois. Que vous aviez tous les deux tourné la page. J'ai regardé David. Divorcé. C'est intéressant. Quand exactement quelqu'un prévoyait-il de me parler de ce divorce ? Jenna, juste, donne-nous une minute, dit David à la femme. Jenna, ai-je répété. Joli prénom. Depuis combien de temps ça dure, Jenna ? Elle a regardé entre moi et David, son visage pâle. 3 mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence de travail. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Il a dit, il m'a montré des papiers. Des papiers de divorce. Il avait de vrais documents. De faux documents, ai-je dit. Parce que nous sommes toujours très mariés. 7 ans le mois prochain, en fait. Je planifiais une fête surprise. David s'est avancé vers moi. Sophie, s'il te plaît. Parlons de ça à la maison. Pas ici. Pas ici ? J'ai senti ma voix monter. Et tu ne veux pas parler de ton aventure dans la chambre où tu as ton aventure ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas assez romantique ? Tu as des bougies. Tu as des pétales de rose. Tu as ta petite amie qui pense que tu es divorcé. Je pars, dit Jenna. Elle a commencé à attraper ses vêtements sur une chaise. Non, s'il te plaît reste, ai-je dit. Je veux que tu entendes ça aussi. Je veux que tu saches exactement avec qui tu sors. David, dis-lui. Dis-lui à propos de mardi dernier quand tu m'as dit que tu m'aimais. Dis-lui à propos de dimanche matin quand nous avons fait le petit déjeuner ensemble. Dis-lui à propos des vacances que nous sommes censés prendre le mois prochain pour notre anniversaire. Dis-lui tout. Jenna pleurait maintenant, essayant de s'habiller tout en tenant le drap autour d'elle. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je te crois, ai-je dit. Et je la croyais. Elle était autant victime des mensonges de David que moi. Il est très doué pour mentir. Je suis mariée avec lui depuis 7 ans et je ne le savais même pas. David se tenait juste là. Il n'a pas essayé d'expliquer davantage. Il ne s'est pas excusé. Il se tenait juste là comme s'il attendait que ça se termine. « Est-ce que tu l'aimes ?» lui ai-je demandé. Il n'a pas répondu. « Est-ce que tu l'aimes ?» ai-je demandé à nouveau. « Je ne sais pas » dit-il finalement.
Est-ce que tu m'aimes? Silence. M'as-tu déjà aimé? Sophie, ce n'est pas juste. Pas juste? J'ai crié. J'ai vraiment crié. Je n'avais jamais crié sur David auparavant dans toute notre relation. Tu veux parler de ce qui est juste? Tu me trompes depuis 3 mois. Tu as créé de faux papiers de divorce. Tu m'as menti tous les jours pendant que je te soutenais et t'encourageais et te faisais confiance. Et tu veux me parler de ce qui est juste? Jenna s'était habillée et se dirigeait vers la porte. Je suis vraiment désolée, m'a-t-elle chuchoté en passant. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête vers elle. Elle est partie, et puis c'était juste moi et David dans cette chambre de motel avec les pétales de rose et les bougies et le vin. Combien de temps prévoyais-tu de continuer ça? Ai-je demandé. Ma voix était plus calme maintenant. Je me sentais presque détachée, comme si je regardais ça arriver à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Avais-tu l'intention de me le dire un jour? Je ne sais pas. Est-elle la première? Il m'a regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu la réponse dans ses yeux avant qu'il ne la dise. Non. La pièce a basculé. Je me suis assise sur le bord du lit, sans me soucier d'être assise sur le lit de son aventure. Combien? Sophie. Combien, David? 3. Y compris Jenna. Au fil des années. 7 ans de mariage. 3 aventures. J'avais été si naïve. Si confiante. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais ignoré les signaux d'alarme, toutes les fois où j'avais cru ses excuses, toutes les fois où je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Le parfum que j'ai senti sur toi en mars, ai-je dit. Ce n'était pas une collègue dans une salle de conférence. Non. Les dîners du mercredi à la petite maison. C'était Jenna. Le voyage que tu as fait à Chicago l'année dernière pour cette conférence. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je me suis levée. Mes jambes étaient tremblantes mais j'ai réussi à rester debout. Je veux que tu sortes de la maison d'ici demain. Prends ce dont tu as besoin. Je mettrai le reste en carton et tu pourras le récupérer plus tard. Sophie, pouvons-nous s'il te plaît parler de ça? Parler de quoi? Il n'y a rien à dire. Tu as fait tes choix. Tu les fais depuis des années. Maintenant je fais les miens. J'ai fait une erreur. Des erreurs. Je le sais. Mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. C'était la partie la plus étrange. Je m'attendais à avoir le cœur brisé. Dévasté. Mais debout là dans cette chambre de motel, regardant l'homme avec qui j'avais passé 7 ans de ma vie, je me sentais juste vide. On ne trompe pas quelqu'un qu'on aime, ai-je dit. Pas comme ça. Pas pendant des années. Pas avec plusieurs personnes. Tu ne m'aimes pas, David. Peut-être que tu ne m'as jamais aimé. Et c'est bon. Mais je ne vais pas gaspiller plus de ma vie à essayer de faire marcher ça. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Sophie, attends. Je me suis retournée. Quoi? Je suis désolée. Je sais que ça ne veut rien dire en ce moment, mais je le suis. Tu es désolée de t'être fait prendre, ai-je dit. Il y a une différence. Je suis sortie de la chambre 307 et j'ai descendu ces escaliers métalliques et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée à la maison et je n'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais pleurer. Je pensais que j'allais m'effondrer. Mais je me sentais juste engourdie. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis versé un verre de vin. Le genre cher que nous gardions pour une occasion spéciale. Ça semblait assez spécial. La fin d'un mariage. La mort de la vie que je pensais avoir. Ça méritait du bon vin. J'ai appelé Claire. Je l'ai trouvée dans un motel, ai-je dit quand elle a répondu. Avec sa petite amie. Qui pensait qu'il était divorcé. Oh Sophie.
Où es-tu? À la maison. Je vais bien. Je vais vraiment bien. Je viens. Tu n'es pas obligé. Je prends déjà mes clés. Je serai là dans 20 minutes. C'était il y a 6 mois. Le divorce a été finalisé le mois dernier. David n'a rien contesté. Je pense qu'il était soulagé, honnêtement. Soulagé de ne plus avoir à maintenir les mensonges. J'en ai appris plus après cette nuit. Il s'avère que Jenna n'était pas la seule. Il y avait une autre femme de son travail. Il y avait quelqu'un qu'il avait rencontré dans une salle de sport. David menait une vie complètement séparée dont je ne savais rien. Il avait toute une routine. Les dîners du mercredi. Les réunions clients du jeudi qui étaient en fait des visites au motel. Les sorties de golf du week-end avec son patron qui étaient en fait des escapades avec celle qu'il voyait à ce moment-là. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était même pas la tromperie. C'était la réalisation que j'avais été si facile à duper. Il savait exactement quoi dire pour me faire douter de moi-même. Il savait comment me faire me sentir folle de le questionner. Il savait comment utiliser ma confiance contre moi. Mais voilà ce que j'ai appris de tout ça. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. Tous ces petits signaux d'alarme que j'ai ignorés, ils s'additionnaient pour former un signal d'alarme géant que je ne voulais tout simplement pas voir. J'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Entrer dans cette chambre de motel était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais en sortir était libérateur. J'ai pris le contrôle de ma propre histoire au lieu de laisser David l'écrire pour moi. Claire m'a demandé une fois si je regrettais d'être allée au motel cette nuit-là. Si j'aurais préféré le confronter à la maison ou demander le divorce sans le voir de mes propres yeux. Et honnêtement, non. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de ce moment de clarté absolue où il n'y avait pas de place pour le doute ou les excuses ou les remises en question. J'avais besoin de connaître la vérité, peu importe combien ça faisait mal. Parce que la vérité, aussi douloureuse qu'elle soit, m'a libérée. Je sors maintenant. Rien de sérieux, je me remets juste sur le marché. Et c'est bizarre parce que je me retrouve à être méfiante de tout. Un gars ne répond pas au texto pendant quelques heures et je me demande ce qu'il cache. Quelqu'un dit qu'il est occupé et je vérifie s'il est vraiment occupé. Je travaille là-dessus. En thérapie. J'apprends à faire à nouveau confiance sans être naïve. C'est un équilibre. Mais je suis heureuse. Vraiment heureuse. Plus heureuse que je ne l'étais pendant ces dernières années de mon mariage quand j'étais constamment anxieuse et paranoïaque et que j'essayais de me convaincre que tout allait bien. Parfois je pense à Jenna. Je me demande si elle est restée avec lui. S'il lui a dit la vérité surtout ou s'il a juste recommencé à lui mentir aussi. J'espère qu'elle est partie. J'espère qu'elle a appris la même leçon que moi. David a essayé de me recontacter il y a quelques mois. Il m'a envoyé un long email sur comment il avait beaucoup réfléchi et il a réalisé ce qu'il avait perdu et il voulait réessayer. Je l'ai supprimé sans le finir. Il n'y a rien qu'il pourrait dire qui changerait quoi que ce soit. On ne peut pas défaire un œuf brouillé. On ne peut pas reconstruire une confiance qui a été brisée en 1 million de morceaux. Ma mère m'a demandé si j'avais vu ça venir. S'il y avait des signes au début de la relation que j'avais manqué. Et en regardant en arrière, peut-être qu'il y en avait. David était toujours charmant. Il pouvait se sortir de n'importe quoi. C'était le gars qui arrivait en retard et qui réussissait d'une manière ou d'une autre à vous faire vous sentir mal d'être contrarié. Il était doué pour vous faire sentir que vous étiez le problème. Mais j'étais jeune quand nous nous sommes rencontrés. 23 ans. Je pensais que l'amour était censé ressembler à des papillons et de l'excitation et de la romance. Je ne savais pas que ça devait aussi se sentir sûr et honnête et stable. J'ai appris ça à la dure. La maison s'est vendue le mois dernier. Je ne pouvais pas continuer à vivre là. Trop de souvenirs. Trop de fantômes de la vie que je pensais avoir. J'ai pris un petit appartement au centre-ville.
Une chambre, beaucoup de fenêtres, un balcon avec vue sur la rivière. C'est à moi. Juste à moi. Et ça fait du bien. J'ai décroché les photos de mariage. Pas parce que je suis amère, mais parce que cette partie de ma vie est terminée et je suis prête à aller de l'avant. J'ai gardé une photo cependant. De notre premier anniversaire. Nous sommes sur une plage au Mexique et nous avons l'air si heureux. Si jeune. Si naïf. Je l'ai gardé pour me rappeler qui j'étais alors et qui je suis maintenant. Combien j'ai grandi. Combien je suis devenue plus forte. Claire dit que je devrais écrire un livre. Que mon histoire pourrait aider d'autres femmes qui traversent la même chose. Je ne sais pas pour ça. Mais je sais que si vous lisez ceci et que quelque chose dans votre relation ne va pas, ne l'ignorez pas. Ne cherchez pas d'excuses. Ne laissez pas quelqu'un vous faire vous sentir folle de faire confiance à vos instincts. Si votre partenaire travaille soudainement tard tout le temps, vérifiez. S'il est secret avec son téléphone, demandez pourquoi. S'il sent le parfum de quelqu'un d'autre, n'acceptez pas simplement l'explication qu'il vous donne. Vous méritez la vérité. Vous méritez l'honnêteté. Vous méritez mieux que des mensonges et des demi-vérités et de la manipulation. Et si vous découvrez qu'il vous trompe, sachez que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez belle ou assez intéressante ou assez bien. C'est parce qu'ils ont fait un choix. Plusieurs choix. Encore et encore. Ils ont choisi de mentir. Ils ont choisi de trahir votre confiance. Ils ont choisi de valoriser leurs propres désirs au-dessus de votre relation. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font. Mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir. Je suis partie de la chambre 307 et je n'ai jamais regardé en arrière. Meilleure décision que j'ai jamais prise. La vie de l'autre côté de la trahison est effrayante au début. Vous ne savez pas qui vous êtes sans la personne autour de laquelle vous avez construit votre vie. Vous ne savez pas si vous ferez à nouveau confiance. Vous ne savez pas si vous aimerez à nouveau. Mais vous le ferez. Je vous promets que vous le ferez. Parce que voici le secret qu'ils ne vous disent pas sur le fond du gouffre, c'est un sol solide. Vous pouvez construire dessus. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez créer une vie qui est vraie et honnête et réelle au lieu d'une vie construite sur des mensonges. Il y a 6 mois, je me tenais devant la porte d'une chambre de motel, tremblante, terrifiée de ce que j'étais sur le point de trouver. Aujourd'hui, je suis assise sur mon balcon avec une tasse de café, regardant le lever du soleil sur la rivière, et je suis en paix. Vraiment en paix. Le voyage de la Haïti n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Des jours où je ne pouvais pas sortir du lit. Des moments où je doutais de tout sur moi-même. Mais je m'en suis sortie. Et si vous traversez quelque chose de similaire, vous le ferez aussi. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance au fait que vous méritez mieux que quelqu'un qui vous ment. Faites confiance qu'il y a une vie qui vous attend de l'autre côté de la douleur. Une meilleure vie. Une vraie vie. Une vie honnête. Parce que quand cette porte de la chambre 307 s'est ouverte et que mon monde entier s'est effondré, ça semblait être la fin de tout. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début de ma reprise de pouvoir. Le début de mon choix de moi-même. Le début du reste de ma vie. Et vous savez quoi? Je suis excitée de voir où ça va. Le mois dernier, j'ai croisé David par hasard dans un café du centre-ville. Il était seul, les cheveux plus gris qu'avant, des cernes sous les yeux. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux immédiatement. J'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu pendant notre mariage, de la honte véritable. Il s'est levé rapidement, a laissé de l'argent sur la table et est parti sans finir son café. Cette brève rencontre m'a confirmé quelque chose d'important. Je n'avais plus aucune émotion pour lui. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de pitié. Juste de l'indifférence totale.
J'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant 3 semaines après notre divorce. La sœur de David m'a appelé en larmes pour s'excuser. Elle m'a révélé qu'elle savait pour Jenna depuis le début. David lui avait tout raconté et l'avait supplié de garder le secret. Elle avait accepté par loyauté familiale, mais ça la rongeait depuis des mois. Elle m'a dit que Jenna n'était même pas la première que la famille avait rencontrée. Il y en avait eu une autre 2 ans plus tôt, une femme nommée Melissa, que David avait présentée comme une amie proche lors d'un barbecue familial pendant que j'étais supposément en voyage d'affaires. La famille entière était complice de ces mensonges. Ce qui m'a le plus surprise dans tout ça, c'est la réaction de mes beaux-parents. Ils m'ont envoyé une lettre manuscrite 2 mois après le divorce. Ils s'excusaient pour le comportement de leur fils et admettaient qu'ils avaient fermé les yeux sur ses infidélités pendant des années. Apparemment, le père de David avait lui-même trompé sa mère pendant 20 ans, et David avait grandi en pensant que c'était normal. Ils m'ont écrit qu'ils auraient dû intervenir, qu'ils auraient dû me prévenir, qu'ils auraient dû élever leur fils différemment. Cette lettre expliquait tellement de choses sur pourquoi David pensait pouvoir mentir sans conséquence. J'ai appris par une ancienne collègue de David que Jenna l'avait quitté exactement 3 semaines après notre confrontation au motel. Elle avait découvert qu'il mentait encore, cette fois sur son salaire et ses dettes. Il lui avait dit qu'il gagnait 2 fois plus que la réalité et avait caché qu'il avait $30 000 de dettes de carte de crédit. Dettes que j'avais payées pendant notre mariage en pensant que c'était pour des dépenses professionnelles légitimes. Jenna avait posté sur les réseaux sociaux un message vague sur apprendre à reconnaître les narcissiques et avait bloqué David partout. Au moins elle avait appris vite. La vente de notre maison m'a réservé une dernière surprise désagréable. En vidant le grenier, j'ai trouvé une boîte cachée derrière de vieilles décorations de Noël. À l'intérieur, il y avait des reçus d'hôtel datant de nos 5 premières années de mariage, des photos de David avec des femmes que je ne connaissais pas, et même une 2e carte SIM qu'il utilisait probablement pour ses communications secrètes. Il y avait aussi un journal intime où il détaillait ses aventures comme si c'était un jeu, notant des scores et des commentaires sur chaque femme. Lire ces pages m'a rendu physiquement malade, mais ça a aussi effacé toute trace de culpabilité que je pouvais encore ressentir. Mon thérapeute m'a expliqué que David correspondait parfaitement au profil d'un menteur pathologique avec des traits narcissiques. Ce n'était pas juste de l'infidélité ordinaire, c'était un schéma comportemental profondément ancré. Il avait besoin de l'excitation de tromper, du sentiment de pouvoir que ça lui donnait. Le docteur Morrison m'a dit que même si David allait en thérapie intensive pendant des années, les chances qu'il change vraiment étaient minimes. Les personnes comme lui ne changent généralement pas parce qu'elles ne voient pas le problème. Elles voient juste les conséquences de se faire prendre. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois. Il s'appelle Marc, il est architecte, et il est divorcé aussi. Notre première date était censée être un simple café, mais on a fini par parler pendant 4 heures. Il m'a raconté comment sa femme l'avait trompé avec son meilleur ami, et j'ai partagé mon histoire de la chambre 307. On a ri de notre malchance, mais surtout on a apprécié la compagnie de quelqu'un qui comprend vraiment la douleur de la trahison. Marc est patient avec mes moments de doute, il laisse son téléphone déverrouillé sur la table quand on dîne ensemble, et il m'envoie sa localisation quand il sort sans que je le demande. C'est rafraîchissant. La chose la plus étrange qui soit arrivée récemment, c'est que l'une des autres maîtresses de David m'a contacté sur Instagram. Elle s'appelait Sarah et elle avait eu une aventure avec lui pendant 6 mois, il y a 3 ans. Elle avait vu mon nom mentionné dans un article de journal local sur les divorces récents et avait fait le lien. Sarah m'a révélé que David lui avait raconté exactement les mêmes mensonges qu'à Jenna, qu'il était divorcé, qu'il était libre, qu'il cherchait une relation sérieuse. Elle aussi avait découvert la vérité par accident en trouvant une photo de notre mariage dans son portefeuille. On a décidé de se rencontrer pour prendre un verre, et maintenant on est devenus amis. Ce qui m'a le plus aidé à guérir, c'est de réaliser que rien de tout ça n'était ma faute. Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu être une meilleure épouse, pourquoi je n'avais pas été assez pour lui. Mais la vérité c'est que je n'aurais jamais pu être assez parce que le problème n'était pas moi.
David aurait trompé n'importe qui. Il aurait menti à n'importe qui. C'est qui il est au plus profond de lui-même. J'ai arrêté de chercher des réponses à la question « Pourquoi ?» et j'ai commencé à me concentrer sur « Et maintenant quoi ?» Ça a tout changé. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Mon appartement est rempli de plantes que David détestait, j'ai adopté un chat qu'il aurait refusé d'avoir, et j'ai repeint tous les murs dans des couleurs vives qu'il trouvait vulgaires. Je sors avec mes amis tous les vendredis soirs sans avoir à demander la permission ou à donner des explications. Je lis jusqu'à 3 heures du matin si j'en ai envie. Je mange du sushi pour le dîner même si David disait que c'était du gaspillage d'argent. Chaque petite chose que je fais pour moi-même est une célébration de ma liberté. La chambre 307 était la fin de mon ancienne vie, mais elle était aussi le début de la vraie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous parce que je partage de vraies histoires de vraies personnes chaque semaine.